Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue pour, cette, nouvelle visioconférence Hachette Technique. Alors je vais laisser le temps à chacun et à chacune de se connecter et nous allons, démarrer, d'ici, 1 minute à peu près. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle que cette, visioconférence est enregistrée. Et elle sera, retransmise sur notre site internet Hachette Éducation et sur notre chaîne YouTube, pour permettre à vos collègues qui n'ont pas pu se libérer ce soir, eh bien d'y assister. Alors vos caméras et vos micros, sont coupés pour, le bon déroulement de cette visioconférence, qui se déroulera, sur l'heure qui vient avec, environ 40 minutes, 45 minutes de présentation et bien évidemment, 15 à 20 minutes d'échange en fin de visioconférence pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, si vous n'êtes pas habitué à l'interface Teams, sachez que vous avez un fil de conversation en cliquant sur la petite bulle en haut de votre écran qui s'appelle Conversation et qui vous permet, de mettre des messages ou de poser des questions. Nous essaierons d'y répondre, au fil de la présentation et si ça n'est pas possible, nous y reviendrons, durant les 15 dernières minutes. Voilà pour les détails pratiques, de cette rencontre. Je fais rentrer dans la salle les derniers arrivants et nous allons pouvoir démarrer. Alors je suis ravie de vous accueillir, toutes et tous ce soir, pour cette visioconférence, dont le thème est: «Comment réconcilier les élèves de lycée professionnel avec l'étude de la langue?» C'est un sujet, qui nous tient à cœur chez Hachette Technique. Nous y avons beaucoup, réfléchi. Souvent, les enseignants que nous rencontrons en salle des professeurs nous expliquent à quel point c'est difficile, et bien de réconcilier les élèves de lycée professionnel avec l'étude de la langue parce qu'ils ont été un petit peu fâchés, avec ce sujet, durant leurs années collège et avec l'équipe Hachette Technique et avec nos autrices, et nos auteurs, nous avons essayé de concevoir un nouveau support pour vous permettre d'accompagner vos élèves, sur ce sujet. Alors nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire autour de notre projet de carnet de pratique d'étude de la langue, et ce soir, nous avons 3 représentantes de cette équipe d'auteurs. Tout d'abord, Nathalie Balaguet, qui est enseignante de lettres-histoire au lycée, Théonore Monod à Antony, dans l'académie de Versailles. Ensuite, nous avons avec nous Anne-Claire Hérard, qui est orthophoniste, ainsi que Marie-Lise Hérard, qui est traductrice graphique. Elles vont être toutes les 3 à mes côtés ce soir pour, animer, cette, visioconférence. Alors au programme, dans un premier temps, on va essayer de partager avec vous, eh bien, les constats qui sont faits à la fois par les enseignants de lycée professionnel, en classe, et par les orthophonistes dans leur cabinet. Constats sur les difficultés des jeunes, avec, la pratique du français. Dans un deuxième temps, nous verrons avec, Marie-Lise les bénéfices, de la traduction graphique qui peut être utilisée, pour les règles, de grammaire ou de conjugaison par exemple. Enfin, dans un troisième temps, nous vous présenterons donc un petit peu plus en détail les carnets de pratique d'étude de la langue que nous allons publier, en avril chez Hachette Technique et nous verrons ensemble, quelle mise en œuvre, vous pourrez avoir de ces carnets en classe avec vos élèves de voie professionnelle et nous finirons donc par un temps d'échange. Voilà. Alors, première question pour Nathalie, qui est l'enseignante, de représentant l'équipe d'auteurs ce soir. Quel constat peut-on faire concernant les élèves de bac pro, mais également de CAP, face à l'étude de la langue? Nathalie. Eh bien, je pense qu'on va d'abord parler d'un constat que je fais par rapport au français en général, des élèves de CAP ou de bac pro, parce que j'enseigne maintenant depuis 24 ans, donc j'ai quand même une expérience assez longue sur le sujet. Ce qui est assez bizarre pour nos élèves, c'est qu'ils ont un rapport au français qui est complètement contradictoire.
C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un rapport à la langue totalement désinvolte. Ils se moquent totalement de la manière dont ils s'expriment ou dont ils écrivent, et je pense que c'est dû en grande partie au fait que la mauvaise maîtrise de la langue n'est quasiment pas sanctionnée. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un sujet de bac professionnel, sur 20 points, il n'y a que 3 points qui sont, dédiés à la maîtrise de la langue. Et bien évidemment, comme aucun correcteur n'ose mettre 0 sur 3, ben, en fait, voilà, au pire du pire, ils vont perdre 2 points ou 2 points et demi, sur 20. Donc ça leur passe totalement au-dessus. Néanmoins, ils savent que, la maîtrise de la langue est un facteur, discriminant. Discriminant à l'embauche, mais aussi discriminant dans la société, et ils sont extrêmement cruels vis-à-vis de ceux qui maîtrisent mal l'orthographe. Ils les traitent de mongols, enfin des j'en passe et des pires. Donc ils savent pertinemment que s'ils veulent s'en sortir dans leur scolarité et dans la société, ils doivent maîtriser la langue, et pour autant, ils n'en font pas l'effort. Alors maintenant, je vais, parler plus précisément de leur ressenti vis-à-vis de l'étude de la langue, et contrairement aux idées reçues, je pense que les élèves ne sont absolument pas rétifs à cette étude. Chaque fois que j'ai fait des séances d'études de la langue et des séances d'études de la langue pure, les élèves se sont montrés très réceptifs, et ont même pris ces séances, comme une manière de jouer. Ils aiment jouer avec la langue, ils aiment, être en compétition sur de la conjugaison, sur du vocabulaire, sur des homophones, et généralement, les séances d'études de la langue se passent, très bien. Maintenant, il est vrai qu'il y a, des difficultés. C'est-à-dire la difficulté majeure, et ça, c'est vraiment le point noir, depuis que j'enseigne, depuis 24 ans, c'est la mise en application. C'est-à-dire que lors de séances spécifiques d'études de la langue, ils acquièrent des mécanismes assez facilement, ils les répètent, ils semblent les maîtriser, et dès qu'on est en situation ou sur de l'écriture ou en expression orale, eh bien, on a l'impression que tous ces acquis sont perdus. Donc il fallait vraiment trouver des astuces, il fallait vraiment trouver un moyen de travailler autrement, et je pense que c'est ce moyen que nous allons vous proposer ce soir. Très bien, merci Nathalie pour ce témoignage, en tant qu'enseignante. Hem, Anne-Claire, vous qui êtes, orthophoniste, quel est votre, sentiment? Quel est votre point de vue sur les difficultés des jeunes que vous recevez, quotidiennement? Alors pour moi, c'était évidemment difficile de faire des généralités puisque pour chaque patient, le contexte est différent, mais dans les grandes lignes, voilà les points que j'avais, envie de vous partager ce soir. La première chose à laquelle j'ai pensé et qui les gêne vraiment dans leurs apprentissages, de manière même globale, c'est le manque de bagages qu'on peut retrouver, et notamment la pauvreté lexicale. On le sait, hein, c'est un prédictif de la réussite scolaire d'avoir un lexique riche, où vous comprenez facilement, que ça aide à la lecture, ça aide à la compréhension, ça aide à toutes les tâches, et puis un manque d'expérience positive en matière d'apprentissage du français. Depuis le CP, ils ont des leçons autour de ça, de la grammaire et de l'orthographe, et quand il y a des difficultés dans ce domaine, elles prennent, tellement de place dans la vie scolaire qu'il peut y avoir un découragement, et souvent un sentiment d'échec lié à une perte d'estime de soi. C'est vraiment souvent des élèves qui arrivent dans mon cabinet en pensant que ça y est, maintenant ils savent, ils sont nuls en orthographe, ils sont nuls en grammaire. Ils ont fait ce constat et ils sont épuisés parce qu'ils ont quand même essayé de s'accrocher. Ils ont en effet compris que c'était important, de s'accrocher, mais sans suffisamment de résultats. Donc ils sont souvent, épuisés, et ils ne pensent plus que c'est possible d'y arriver. Les autres, freins, à l'étude de la langue, bien sûr, c'est des difficultés en des fonctions exécutives, attention, concentration, mémoire, et puis pour certains des troubles 10. Mais de manière générale, moi, c'est surtout le découragement qui me marque à l'arrivée au moment des bilans. Mais quand même, je suis d'accord avec toi, Nathalie, l'envie, toujours, l'envie d'y arriver. Voilà.
Alors Alors, là, c'est pour, oui, ça vous partage, vous voulez illustrer concrètement voilà. les difficultés des jeunes que vous recevez. Je vous laisse essayer de lire les phrases. Donc là, ce que vous nous avez mis, Anne-Claire, c'est ce qu'un élève qui présente des troubles, hem, dyslexiques voit, Alors non, c'est pas ou exactement bien ça. pas L'idée uniquement? l'idée de cette façon d'écrire les phrases, c'est de montrer à quel point quand on a des difficultés de lecture et pas seulement des troubles 10, mais des difficultés de décodage, hein, de l'écrit, ça vous fait ressentir à quel point vous ne pouvez pas, en plus des efforts que vous faites là, pour décrypter le message, vous ne pouvez pas accéder à la compréhension de ce qui est écrit. Et c'est ça l'idée, se dire on ne peut pas, quand on a des enfants en difficulté de lecture, on ne peut pas faire abstraction de ça, quoi. C'est-à-dire que déjà l'étape pour eux de décoder ce qui est marqué, c'est déjà ces efforts-là. Et après seulement l'accès à la compréhension. Donc il ne faut pas oublier cette étape. Le partage de cette diapo, c'est ça, se dire ça, c'est déjà un frein pour eux quand la lecture n'est pas maîtrisée et vous en avez tous dans vos classes, il y a des difficultés de lecture. On doit vraiment faire attention à ça, lire ensemble en classe, faire attention à ce que l'accès à la compréhension soit bon. Voilà. Se rappeler vraiment que voilà, à partir du moment où je ne peux pas lire facilement, évidemment, je ne comprends pas facilement. Donc là, c'est la version en texte. Hein. Mmh. Un autre exemple, donc j'invite, chaque participant à essayer de lire ce texte. Et puis à répondre à la question dans 2 minutes. Donc en fait, c'est pareil, vous voyez tous à quel point le décodage vous coûte et vous ne pouvez pas Mmh. à la fin répondre à la question. Vous allez avoir besoin de relire 2, 3 fois, de vous représenter ce qui se passe, d'essayer d'imaginer. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment là de vous mettre en position de quelqu'un qui a du mal à lire, mais qui va quand même répondre à des questions. Donc c'est quand même assez stressant. Et ces Voilà. difficultés de lecture, hein, c'est pour ça que je vous posais la question, concernent des jeunes qui n'ont pas forcément ce qu'on appelle des troubles Ça, 10. oui, alors là, en l'occurrence, si ça le texte est très typique trouble 10 parce qu'effectivement, D'accord? il peut y avoir dans les dyslexies cette difficulté à segmenter les mots, comme si on n'avait pas un sens pour un mot. Et là, vous le voyez, c'est pour ça que tout est décroché bizarrement. Et voilà, que vous puissiez mesurer à quel point la difficulté de lecture, là, si ce texte-là, je pense qu'il révèle quand même plus ce qu'un dyslexique peut ressentir. Peut Enfin, certains ressentir. troubles dyslexiques. Voilà, c'est pareil, il y a plusieurs dyslexies différentes, mais là, quand on n'a pas cette segmentation des mots qui nous permet d'accéder au sens, et si par jamais, en plus, on manquait de vocabulaire, comme je disais tout à l'heure, Mmh. on ne peut pas accéder à la compréhension. Donc voilà, l'idée, c'est ça, montrer à quel point on doit penser que des longues règles d'apprentissage, de grammaire et d'orthographe, elles risquent pas beaucoup de fonctionner à ce stade d'apprentissage dans le parcours scolaire pour des enfants qui, depuis des années, essayent et n'y arrivent pas. Et il n'y Moi, arrive je dis souvent aux parents, imaginez-vous que vous ne savez pas faire du crochet, que ça fait plein de fois qu'on vous apprend de la même manière, avec les mêmes aiguilles, la même personne qui répète la même chose dans la même salle. Au bout d'un moment, vous venez plus, quoi. Voilà, votre cerveau sait que là, il ne va pas y arriver, donc le cerveau dit stop. Il dit voilà, j'ai essayé plusieurs fois, là, tant que si on ne change pas la façon d'aborder le crochet, j'y arriverai jamais de ma vie, quoi. Et le cerveau, pour ça, est très économe. À un moment donné, s'il a compris qu'une tâche n'était pas possible pour lui, il n'essaye plus si c'est toujours de la même façon qu'on lui propose d'essayer, quoi. C'est donc un petit peu ce qui se passe avec l'étude de la langue, avec une approche, de la grammaire ou de la conjugaison que, les adolescents ont connue depuis l'école primaire, qu'ils ont vu et revu au collège Voilà. et pour lesquels C'est tout ils l'enjeu abandonnent. de vous oui, c'est tout l'enjeu, je trouve très difficile des enseignants, en français, en fin de collège et en lycée, c'est que vous n'arrivez pas avec une matière nouvelle ou des choses nouvelles. C'est pas comme un nouveau chapitre d'histoire, c'est pas comme, une nouvelle notion de mathématiques, c'est que vous reprenez encore et encore des choses qui ont été déjà vues. Donc la difficulté là, c'est de devoir faire avec les bonnes expériences, certes, mais aussi les mauvaises expériences précédentes et qui créent ce qu'on appelle, nous, des blocages, hein, en matière de psychologie cognitive. On sait qu'on a créé là un blocage. Et vous arrivez, vous, avec ces notions-là, et c'est tout votre défi,
pour ceux qui n'ont toujours pas intégré à ce stade-là, de trouver l'approche qui, cette fois, va fonctionner. Et c'était notre pari, Nathalie, je pense que tu peux confirmer, notre pari, c'était ça, c'est-à-dire, voilà, comment on trouve une nouvelle approche qui change les choses et qui donne envie, donne l'idée que cette fois-ci, peut-être, ça va être possible. Oui, absolument. Alors on a réfléchi tous ensemble et on a essayé de se demander si une approche graphique, pourrait changer les choses pour les élèves. Et donc là, je vais donner la parole à Marylis, qui est, facilitatrice graphique, qui va nous expliquer déjà quel est son métier, et qui va, voilà, nous expliquer comment l'équipe, d'auteurs, a réfléchi pour introduire cette approche graphique afin de résoudre les problèmes dont on vient de parler avec Anne-Claire et Nathalie. Bonsoir. Alors moi, évidemment, je réponds oui à la question. L'approche graphique peut absolument aider. J'en ai fait mon cœur de métier. L'idée, c'est vraiment de réussir à contourner toutes les difficultés qui ont été abordées précédemment dans la réunion grâce à l'image. Je vous ai mis là juste quelques petits points, quelques petits chiffres pour bien qu'on se rende compte à quel point l'image a du pouvoir en fait dans la compréhension d'un message. Évidemment, ça attire plus favorablement l'attention. Ça permet aussi, là, dans le cadre de ce livre, une entrée en douceur dans le sujet et puis d'éviter l'éventuel rejet de cette nouvelle leçon qui peut ressembler aux autres. Il y a une question aussi de rapidité de lecture parce qu'on économise finalement des mots. Donc, on arrive à lire plus facilement ce dont on traite, puisque le cerveau traite l'image beaucoup plus vite que le texte. L'image, elle permet aussi d'être plus convaincante. Elle permet énormément d'aider à la mémorisation. On parle de moyens mnémotechniques à l'oral, mais on peut aussi imaginer des images qui nous restent vraiment en tête et qui nous permettent de nous rappeler de certaines choses qu'on a apprises. Et puis, évidemment, l'image aide beaucoup à la compréhension. Il suffit de lire une notice IKEA pour s'en rendre compte, je pense. Voilà. Dans le cadre des leçons, du coup, de ce livre, le travail a été fait pour... l'idée, ça a été vraiment de traduire au maximum en images les cours, en fait, de ce livre. C'est pas de l'illustration, je veux vraiment insister là-dessus. C'est pas une illustration qui accompagne le texte pour que ce soit plus sympa à lire. C'est vraiment un travail en profondeur, un travail d'interprétation, de mise en scène de la leçon qui permet vraiment d'animer ça, d'embarquer les élèves dans l'histoire, de leur rendre la tâche plus facile. Et ça nécessite du coup ces étapes-là qui sont écrites sur ce slide. D'abord, un énorme travail qu'on a fait avec toute l'équipe de synthèse des règles qui ont été présentées. Ensuite, avec Anne-Claire, on a travaillé à l'organisation et à la hiérarchisation des éléments de chaque leçon pour savoir voilà, qu'est-ce qui était le plus important à mettre en avant, dans quel ordre on racontait les choses pour que ce soit le plus facile d'entrer dedans et de mémoriser la leçon. Ensuite vient évidemment la transposition visuelle de cette leçon finalement qu'on a organisée et synthétisée. Et puis pour finir, il y a un gros travail aussi de scénarisation. On a essayé de mettre en forme ces leçons en personnalisant les situations, en essayant de trouver des situations qui parlent aux élèves dans le cadre de leurs études, mais aussi de leurs stages éventuels. Et puis après, il y a un travail aussi très dans le détail, mais ça, c'est vraiment dans la technique, au niveau des couleurs, des mises en page, de taille des éléments, de la lisibilité, tout pour que ce soit le plus accessible possible et le plus facile à mémoriser. Je crois qu'il y a quelques exemples. Oui, on va regarder ensemble quelques Ouais. exemples pour essayer d'expliquer, aux enseignants qui nous écoutent, ce que c'est que la traduction graphique appliquée à une règle de grammaire.
Voilà, là, on a en particulier l'accord du participe passé, du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment une bonne image de à quel point c'est pas de l'illustration, mais une interprétation qu'on a faite. Là, notre idée, ça a été de dire, de mettre une petite barrière que vous pouvez voir dans la phrase « tu as mangé des pizzas » ou « des pizzas que tu as mangées ». Et on met juste après le verbe cette petite barrière. On a les personnages qui regardent ce qui s'est passé avant dans la phrase. Ils ne peuvent pas deviner dans la première phrase que c'est des pizzas, puisqu'ils ne voient pas les pizzas dans la phrase. Dans la deuxième phrase, par contre, ils les voient et c'est pour ça qu'ils accordent. Parce que c'est vrai que quand on lit la phrase avec un participe passé s'accorde avant le verbe, on l'a beaucoup entendu à l'école. Se rendre compte de ce que c'est qu'avant le verbe, en ayant vraiment l'image de on voit, on ne voit pas, voilà, c'est ça qui fait un peu la puissance de l'illustration de cette règle et qui fait qu'on peut vraiment s'en souvenir après. Ah, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai pas vu? Voilà, ça c'était la première illustration. La deuxième illustration, elle porte sur les mots complexes. Et là, voilà, c'était pour montrer une autre petite astuce d'illustration. Là, on est vraiment dans la scénarisation. L'idée, c'était de dire, en fait, il y a plein de morceaux dans un mot. C'est un peu comme la roulette au casino. Il se passe plein de choses. Et en fait, ça devient du coup amusant. Ça devient un jeu de pouvoir jouer avec ces mots complexes. On comprend bien qu'il y a un préfixe avant, un suffixe après, le radical au milieu. Voilà, l'idée, c'est vraiment de transformer des choses qui peuvent paraître un peu barbares de l'extérieur en choses beaucoup plus ludiques et plus faciles à mémoriser. Donc, voilà. Merci Marie-Lise pour ces exemples. Alors, quels sont les bénéfices de cette approche par le visuel pour des élèves en difficulté, d'apprentissage? Et là, j'aimerais à nouveau, entendre, Anne-Claire, notre orthophoniste, et ensuite, Nathalie, notre enseignante. Alors moi, j'ai choisi cet exemple-là pour expliquer effectivement tous les bénéfices que cette approche peut apporter à nos patients, à nos élèves. Vous voyez que d'emblée, on ne peut pas croire, si on regarde rapidement, qu'on a affaire à une règle de grammaire ou d'orthographe, comme on a eu l'habitude de les rencontrer jusque-là. Et donc, on ne va pas créer le blocage. Si je reprends l'exemple du crochet, vous avez compris que vous n'êtes pas rentrés dans la même salle, ce n'est pas la même dame qui explique, ce n'est pas le même matériel. Donc là, vous vous dites, vous pouvez vous intéresser. Il y a un élan, c'est ce que j'écris à côté, hein, il y a quelque chose de nouveau qui vous donne un élan d'enthousiasme qui va vous emmener vers cette leçon. On a tous très envie de savoir ce que racontent ces petits personnages. Et on voit qu'il y a moins, enfin, le texte est plus court et c'est pas décourageant. On sait qu'on va lire chaque parole de chaque personnage et surtout, on a l'idée qu'on va comprendre puisque quelqu'un dit quelque chose. On n'est pas dans vous voyez, dans ces phrases qu'on a dans certains manuels qui vont nous expliquer, qui conviennent à certains élèves d'ailleurs, mais pour les élèves dont on parle moins. Mais là, on a vraiment l'idée qu'on peut comprendre puisque des personnages qui ont l'air sympathiques et qu'on pourrait rencontrer dans la vie courante parlent. Et on a l'habitude de comprendre des personnes qui parlent. Donc l'idée des bulles, elle donne l'idée qu'on va comprendre. Donc on va activer dans tout ça, dans la nouveauté, dans l'enthousiasme, dans la curiosité et dans la projection qu'on va comprendre, on active surtout le cerveau droit, d'ailleurs l'imagination, la créativité, tout ce qui va nous porter à bien comprendre ce qui est amené. Donc, on est déjà valorisé d'emblée. On sait qu'on a la possibilité de comprendre. On est en projection de réussite. On a levé les blocages dont on parlait tout à l'heure. On inverse aussi la situation, puisque là, on va lire ensemble. Si on regarde la dame à gauche, tu te souviens de notre ancien voisin, il adorait les motos. Sa préférée, c'était l'américaine. Chacun de vos élèves aurait pu parler comme ça. Et à ce moment-là, on lui dit, tu vois, quand tu racontes un souvenir, une action qui n'est pas limitée dans le temps, ce qui se passait à l'époque, tu utilises l'imparfait. Donc cette leçon, elle parle de l'imparfait. Mais au lieu de nous dire, tu dois utiliser l'imparfait si tu veux parler d'une action non limitée dans le temps, là où on aura perdu une bonne proportion de notre classe, on va dire, tu vois, tu sais utiliser un temps particulier quand tu parles de ces choses-là, et ce temps-là s'appelle l'imparfait. Et c'est là qu'on va valoriser en fait. On dit, tu sais déjà tout finalement, puisque tu manipules cette langue tous les jours. Mais aujourd'hui, moi, je te donne des noms sur ce que tu utilises. Ce n'est pas je te dis ce que tu dois utiliser quand tu as besoin de telle chose. Donc là, on inverse vraiment les choses.
Et moi, je sais que mes patients sont toujours très émus quand je leur dis qu'accidentellement ou pas, ils ont utilisé le plus que parfait sans le savoir. Alors là, le plus que parfait, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils l'utilisaient. Bah si, ils savent très bien le dire. Mais si je leur fais une leçon sur le plus que parfait, je les effraie un peu. Mais en fait, ils savent l'utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment de rappeler qu'ils savent déjà beaucoup de choses finalement. Dans les habitudes, c'est pareil. Oui, on allait le voir tous les samedis à 10h. Il nous montrait comment il l'entretenait. Voilà, hop. En effet, si on parle d'une habitude, on va utiliser l'imparfait. Voilà. Et pour les descriptions, pareil. Et donc, la dernière chose que je voulais souligner, moi, pourquoi ce support-là, je sais qu'il va être pertinent, c'est qu'il va parler aux 3 grands profils de compréhension. Les visuels, évidemment, les auditifs, parce qu'ils vont entendre ces personnes parler et entendre leur mettre des voix ou retenir leurs paroles, et les kinesthésiques, parce que c'est une proposition aussi de pourquoi pas faire mettre en scène les élèves, de eux aussi à leur tour choisir un thème de quelque chose du passé, puis de raconter des descriptions, des habitudes et des actions. Voilà, on va pouvoir mettre en mouvement en fait aussi toutes ces règles-là. Voilà. Merci Anne-Claire. Nathalie, pour vous, enseignante, les bénéfices d'une approche comme celle qu'on a mise en place là, une Alors approche moi, je vais visuelle. parler, plus généralement de ces fameux carnets pratiques de la langue, pas seulement de la règle graphique. Alors effectivement, le premier bénéfice d'abord pour les élèves, hein, c'est qu'ils correspondent à un besoin. Les élèves n'ont pas besoin de maîtriser, ni l'imparfait, ni les accords. C'est pas ça qui les intéresse. Les élèves ont besoin de maîtriser l'échange oral, de maîtriser l'échange écrit, de s'exprimer dans des situations concrètes. Donc nos carnets pratiques de lecture partent de l'objectif d'expression et non pas de l'outil. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est ce que disait Anne-Claire, on inverse la perspective. Par exemple, il y a une des leçons qui s'appelle «Communiquer sur une situation en cours». Bon, bah, c'est clair que ce qu'on veut leur faire acquérir, c'est le présent de l'indicatif. Mais à la limite, ce qui est important, c'est communiquer sur une action en cours. Il y a également, je sais pas, rendre compte d'une expérience professionnelle, enchaîner des idées et cetera. Toujours, les pages s'ouvrent sur des objectifs de communication. La deuxième chose qui est très bénéfique pour les élèves, c'est cette fameuse règle graphique, qui est simple et épurée. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on avait, dans les manuels de grammaire un petit peu à l'ancienne, on va surtout s'attacher à la règle commune et beaucoup moins aux exceptions. Alors bon, bien sûr, ça risque de déranger un petit peu les puristes, mais finalement, la règle commune est plus importante que les exceptions. 3e bénéfice pour les élèves, on le verra plus tard avec la mise en œuvre en classe, c'est qu'il y a des exercices de différents niveaux, ce qui permet à chaque élève de travailler en autonomie. Un élève, s'il ne se sent pas à l'aise, peut ne faire que les exercices de niveau 1 ou 2 de niveau 1 et 1 de niveau 2 ou balayer, tous les exercices, crescendo 1, 2, 3. Et puis, petit aparté, pour nous les enseignants, hem, on a été habitués à ce qu'on nous dise: «Il faut tenir sa classe». Et ben, pourquoi pas de temps en temps lâcher sa classe? Je pense que sur ces carnets pratiques de lecture de langue, pardon, ils peuvent travailler en autonomie et même à la maison. Dernier bénéfice pour les élèves, la possibilité de s'auto-évaluer. Chaque chapitre se termine par une auto-évaluation, plus un quiz, donc qu'on appelle un Q-Shi. C'est bon, c'est un petit peu l'équivalent des caouts, mais version Hachette. Donc ils peuvent, terminer, de manière ludique par un quiz en ligne qui est autocorrectif. Quel est le bénéfice pour les professeurs? D'abord, ces cahiers sont bien calibrés pour, notamment les séances de consolidation. On peut aussi faire travailler les élèves à la maison, mais ces cahiers sont vraiment très, très pratiques en consolidation. Ils respectent l'obligation que nous avons d'évaluer par compétences, notamment pour les jeunes enseignants, ou les vieux comme moi qui n'ont pas l'habitude d'évaluer par compétences.
là, c'est limpide puisque chaque chapitre, est calibré sur une compétence. Il y a d'abord l'oral, donc maîtriser l'échange oral, maîtriser l'échange écrit et puis, une dernière double page en compréhension qui correspond grosso modo à devenir un lecteur compétent. Et enfin, l'avantage pour les enseignants, c'est que ces carnets pratiques de lecture balaient tous les objets d'étude. Dans chaque double page, il y a, soit un texte patrimonial, soit un texte contemporain et ces textes sont chaque fois reliés aux objets d'études, de CAP, de seconde, première et terminale. Alors comme nous avons 2 cahiers, on a considéré grosso modo que le niveau 1 correspondait au niveau CAP et seconde et le niveau 2 au niveau, première et terminale. Cependant, on trouve quand même, des textes qui peuvent correspondre à tout type d'élèves, hein, puisque tous les objets d'études sont vraiment balayés. Voilà. Merci. Est-ce qu'on parle tout de suite de la mise en avant-classe ou plus On tard? va d'abord montrer quelques pages parce que, bien sûr, nous, on connaît par cœur ces ouvrages qui sont en cours d'impression, mais les personnes qui nous écoutent ne les ont pas encore, vus. Donc voilà, on a vraiment eu un travail de concertation avec une équipe d'auteurs, pluridisciplinaires autour d'une approche de la langue, de l'étude de la langue renouvelée. Donc vous voyez, dans notre équipe d'auteurs, nous avons 6 enseignants, donc Nathalie, qui est avec nous ce soir, mais également Alexis, Marina, Jason, Alexandre et Nicolas, qui exercent dans plusieurs académies en France. Nous avons donc Anne-Claire, notre orthophoniste, et Marie-Lise, notre traductrice graphique et ils ont travaillé ensemble à l'élaboration de 2 carnets. Alors, on va vous montrer quelques pages là en avant-première ce soir. Donc, ces 2 carnets, suivent le même découpage. Ils ont été construits exactement selon la même logique, et ils existent en version papier ou en version numérique. Alors, dans ces 2 carnets, toutes les dimensions de la langue sont abordées, la conjugaison, la grammaire et le lexique. Ces carnets sont organisés, dans des petits chapitres qu'on appelle des unités et comme l'a dit Nathalie, chaque unité est construite autour d'un objectif d'expression. Donc là, on a vraiment imaginé des livres qui soient construits autour d'objectifs d'expression concrets pour que vos élèves puissent comprendre ce qu'ils vont, apprendre à faire, dans chaque unité. Et bien évidemment, donc là, vous avez un exemple, par exemple, l'unité 1 dans le domaine de la conjugaison, c'est communiquer sur une situation ou une action en cours. Bien évidemment, dans le sommaire, en regard et dans les pages également, on affiche les notions du programme qui sont vues dans cette unité. Exemple là, le présent de l'indicatif. Chacune de ces unités donc travaille cet objectif d'expression à travers les 3 compétences du programme, l'oral, l'écrit et la compréhension, et en s'appuyant sur des textes en lien avec les objets d'étude. Alors si on vous montre, voilà, les exemples de pages d'une unité, donc chaque unité se décline selon les 3 compétences langagières. Une double page dire, une double page écrire, une double page comprendre et qui vont répondre à l'objectif, ici l'exemple, dire et écrire des messages intelligibles. Et chaque double page est construite de la même façon. Alors, voilà, là vous avez l'exemple d'une double page dire. Tout d'abord, on vous indique les ressources numériques qui accompagnent cette unité et qui sont disponibles via un mini-lien ou via un QR code ou directement accessibles dans la version numérique en un clic. On rappelle ici la notion du programme, ici les différents accords, l'objectif d'expression qui te permet de rentrer dans l'unité, ici dire et écrire des messages intelligibles. Vous avez ensuite la traduction graphique de la règle dont nos auteurs vous ont parlé juste avant. On synthétise la règle et après, on va enchaîner sur un petit texte en lien avec l'objet d'étude pour lequel figure toujours l'enregistrement audio. Ce qui peut donc accessible via le QR code, ce qui permet à vos élèves d'avoir un autre, accès, au texte. Ce texte est suivi de questions de repérage, assez simples et ensuite vous avez plusieurs exercices
progressif, donc de difficulté croissante avec un petit système d'étoiles. Et la double page se termine toujours par une action, une activité de production qui correspond à l'objectif. Ça peut être une activité de production, écrite ou orale. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une double page dire. Une double page ensuite écrire va se dérouler exactement de la même façon. On pourra avoir des petits encadrés qui prolongent la règle si besoin, la règle qu'on aura vue précédemment. Et la double page comprendre, construite de la même façon, avec ce que disait Nathalie tout à l'heure, une auto-évaluation pour terminer et la possibilité pour vous d'utiliser ce qu'on appelle chez nous un Kyushi, donc qui est un quiz interactif à faire en classe avec vos élèves. Voilà, donc là, on vous a montré quelques types de pages. Je vais vous mettre dans le fil de conversation le lien vers les feuilletages complets de nos 2 carnets qui sont désormais en ligne sur notre site Hachette. Mais Nathalie, est-ce que, vous pourriez nous dire, vous, en tant qu'enseignante, comment vous allez utiliser, ces carnets? Donc sachant qu'on a donc, je fais le choix, de proposer 2 carnets. Un carnet de niveau 1 qui s'appelle, «Réviser les fondamentaux», qu'on imagine nous plutôt, en utilisation dans une classe de CAP, ou de seconde bac pro et un carnet de niveau 2 qu'on a intitulé «S'exprimer avec efficacité», qui selon nous trouvera parfaitement sa classe en classe de première et de terminale. Mais on n'a volontairement pas indiqué de niveau sur les couvertures pour vous permettre, vous, en tant qu'enseignant, de choisir le niveau qui correspondra, à votre classe, puisqu'on sait très bien que d'un établissement à un autre, il peut y avoir une grande diversité, une grande hétérogénéité au niveau des élèves. Alors, ces 2 carnets, Nathalie, à quel moment vous pourriez les utiliser, en classe avec vos élèves? Alors moi, je pense bien sûr aux heures de consolidation, puisque Mmh. normalement, ces heures sont dédiées à l'étude de la langue. Mais évidemment, je me doute bien que comme tous les enseignants, vous êtes en train de faire une séquence de français, littéraire. D'accord? Alors on va imaginer que nous sommes en classe soit de CAP, soit de seconde et vous êtes sur, une séquence, sur informer, s'informer. Vous étudiez des textes de presse, vous faites, vous déroulez vos séances comme bon vous semble, mais à un moment, vous avez peut-être besoin de faire écrire vos élèves. Imaginons que vous ayez envie de leur faire rédiger un article qui relaterait, la manière dont s'est passée la journée portes ouvertes. D'accord? Je veux bien, Sophie, s'il vous plaît, qu'on voit la diapo 23, si possible. Tac, tac. Non, c'était pas celle-là. Peut-être la suivante? Celle d'après? Non plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc ça, Vous c'est le vouliez quoi, professeur. Nathalie, qu'est-ce que vous vouliez comme page? C'était une page qui montrait le sommaire en conjugaison. Voilà, ça doit être ça, Là? mais c'est C'est oui, bon? oui, voilà, c'est ça, Voilà. c'est celle-là. Donc si voilà, si vous avez besoin, par exemple, en conjugaison du chapitre 3, raconter une action ou une situation achevée. Donc voilà, vous allez décider que pendant cette heure de consolidation, on va travailler avec les élèves sur raconter une action ou une situation achevée. Ou alors on peut aussi préférer faire une interview et dans ce cas, on va choisir dans la partie, grammaire, rapporter fidèlement les propos de quelqu'un. Donc voilà, c'est le professeur qui choisit de quoi il a besoin. Quel est son besoin? D'accord? Donc ensuite, une fois que le professeur a décidé sur quoi il allait travailler, il va laisser les élèves découvrir la règle graphique. Donc là, je veux bien voir la diapo sur un exemple de voilà. On peut laisser les élèves découvrir la règle graphique, on peut leur laisser un petit temps, 5 minutes, 10 minutes selon le niveau de la classe, pour que les élèves s'approprient les codes couleurs, pour qu'eux-mêmes aient une première reconnaissance de la règle, parce que n'oublions pas que nos élèves ne sont pas vierges de tout savoir, hein.
Ces règles-là, ils les ont faites, au collège, ils les ont faites à l'école, élémentaire, donc et puis on peut en classe leur faire reformuler. Finalement, cette règle, sur quoi porte-t-elle? Que faut-il en retenir? On peut proposer de leur faire proposer d'autres exemples liés à cette règle. Et ensuite, vous voyez, il y a toute une batterie de petits exercices avec des systèmes d'étoiles. Là, je pense que selon notre objectif, s'il est écrit ou s'il est oral, je pense qu'on peut les laisser tout seuls faire les exercices et choisir leurs exercices. Que du niveau 1, du niveau 1 et ou 2 ou 3 ou 1, 2, 3, comme bon leur semble, on peut les laisser pendant un moment, faire ces exercices qui sont petits, qui sont mécaniques. Je pense qu'il n'est pas forcément utile de corriger tous les exercices. Ça fait perdre du temps, ça ennuie tout le monde et en revanche, je pense qu'on peut passer du temps sur la troisième double page, qui est la double page qui s'appelle «Comprendre». Je veux bien qu'on la voie, merci. Heu, donc je pense que cette double page, cette fois-ci, on ne laisse plus les élèves en autonomie. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle de la classe et les faire ensemble, puisque en fait, c'est redondant, mais c'est fait exprès. C'est pour que c'est des moyens, on a essayé de trouver des astuces pour que finalement ces mécanismes, ils soient acquis. Donc on peut là faire les exercices ensemble, les corriger ensemble et puis pourquoi pas leur proposer, s'il y a du temps dans l'heure de classe, la tâche finale. S'il n'y a pas le temps, ça peut être fait à la maison et ils peuvent également s'auto-évaluer, grâce au QSHI. Hem, un professeur peut aussi choisir d'adapter le cahier pratique de la langue, c'est-à-dire qu'il peut se dire: «Ah bah tiens, tel exercice ou telle tâche finale est intéressante, mais ce texte-là ne me convient pas. Je vais adapter cet exercice avec mes textes à moi». Donc c'est pas gênant du tout, hein. L'enseignant peut s'inspirer, des méthodes, et des exercices proposés, dans le carnet pour le transformer avec ses propres textes. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà, enfin moi je pense que les élèves peuvent aussi travailler en amont, c'est-à-dire en vue d'une séance. Ils peuvent travailler à la maison et puis après faire une tâche globale beaucoup plus longue ou une évaluation plus longue en classe. Donc il y a plusieurs manières, d'utiliser ces carnets pratiques de lecture. Merci Nathalie pour ces exemples de mise en œuvre en classe à partir de ces carnets de pratique. Donc vous le voyez, une, une méthode, on va dire, innovante, qui casse un peu les codes, où on a, on a essayé en tout cas de vous donner, le moyen, de faire de l'étude de la langue en classe avec vos élèves de voie professionnelle de manière plus visuelle, et surtout encourageante, pour les réconcilier, avec cette étude de la langue. Voilà, je remercie, beaucoup, Anne-Claire, Marie-Lys et Nathalie pour leurs interventions et on est à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Si vous voulez qu'on revienne sur, certains points qui ont été abordés, au cours de la visio, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de conversation et nous y répondrons bien volontiers. Je vous ai mis le lien, du feuilletage, du carnet complet de niveau 1 ainsi que du niveau 2, donc vous pouvez aller les regarder. Ils seront disponibles, durant quelques semaines. Heu, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi j'en avais une, pour Nathalie, l'utilisation des dessins. Heu, est-ce que certains de vos collègues peuvent peut-être avoir peur que ça soit trop distrait, que ça distrait leurs élèves un petit peu trop? Hem, peut-être il y a un préjugé contre le dessin, contre l'illustration parce que justement
pendant très longtemps, on a eu des dessins qui étaient purement illustratifs et qui Mmh. finalement ne servaient pas à grand-chose et au contraire distrayaient, les élèves de l'essentiel. Là, ce n'est pas du tout le cas. On l'a vu avec nos 2 collègues, Anne-Claire et Maëlys. Ce ne sont pas des illustrations. Donc, je pense que c'est aussi une habitude à prendre pour l'enseignant. Ça demande, un effort d'ouverture d'esprit, de découverte, d'aller regarder de plus près, ces dessins et je pense que moi-même j'avais un préjugé, hein, au départ, Mmh. mais effectivement Ce ne ce sont sont pas des des illustrations. oui, ce sont Voilà, des dessins qui facilitent, voilà. l'apprentissage. C'est ce que vous expliquiez Marie-Lise tout à l'heure. Comment vous avez, fait concrètement donc, pour travailler? Bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'abord, je rebondis sur la question, du fait que ce soit pas dans tous les usages d'utiliser le dessin. Moi, je l'utilise, au quotidien parce que c'est mon métier et mes clients, c'est des entreprises, c'est que des adultes. Donc je dessine pour des adultes et j'ai souvent cette remarque de: «Oh là là, quelqu'un qui vient dessiner, Mmh. pourquoi? On n'est pas des enfants». Mais c'est très rare parce que souvent c'est très apprécié et puis, quand le dessin est là vraiment pour faciliter, pour soutenir, pour aider à comprendre, pour aider à mémoriser, Mmh. en fait, tout le monde s'en aperçoit très vite et plus personne ne se pose la question, derrière. Donc voilà, moi c Oui, on dit souvent un dessin vaut 1000 mots ou un petit dessin oui. vaut mieux qu'un long discours. Je pense on a tous expérimenté ça, dans notre vie sous forme de, notices techniques ou de panneaux routiers ou de plein de choses, qu'on voit tous les jours et dont on ne s'aperçoit même plus. C'est voilà, c'est quand même quelque chose qui fonctionne et pour, rebondir sur, la question, comment on a fait, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un travail, déjà les profs, nous ont mis en valeur les points qu'ils voulaient voir apparaître, dans la règle et ensuite avec Anne-Claire, on s'en est saisi pour ensemble, traiter à 2, elle avec son expérience des patients qu'elle avait pu avoir et moi avec mon expérience, de la traduction graphique, bah, on a déroulé cette synthèse, puis hiérarchisation, puis transposition visuelle, scénarisation ensemble en rebondissant sur les idées l'une de l'autre et ça nous a permis de d'abord élargir tous les possibles et ensuite de faire l'entonnoir inverse, de réussir à synthétiser au maximum pour avoir quelque chose de plus lisible, de plus accessible possible. Voilà, l'idée dans ce livre, c'est vraiment que tout soit simple à comprendre et à utiliser. Et On je a eu crois des retours que des enseignants aussi, hein, qui nous oui, permettaient d'ajuster, c'est ça. mmh, Les enseignants qui font partie de l'équipe d'auteurs, vous faisaient des retours du coup sur vos propositions, pouvaient tester en classe avec leurs élèves, et ça a été très, très riche entre vous oui. cette, collaboration et on a eu des retours très positifs de tests en classe, de nos enseignants, auteurs. Donc on a quelques remarques là dans la conversation. Hem, Christophe qui nous dit: «Merci», voilà, que c'est une présentation qui ouvre pas mal de perspectives et qui va aller feuilleter nos carnets. Heu, Monsieur ou madame Biguet qui nous dit que c'est très intéressant et que ça permet d'ouvrir les possibles avec nos jeunes. Et effectivement, Christelle qui nous dit que, bien oui, dans les lycées professionnels, il ne faut pas, utiliser des illustrations trop simples ou j'imagine trop enfantines, voilà, parce que ça peut être un élément de distraction. Là, vous verrez en feuilletant nos carnets que c'est pas le cas. Le trait utilisé par Marie-Lise est mature, je dirais. C'est pas des dessins d'enfants et comme vous pourrez le constater, ce ne sont pas des illustrations effectivement, mais ce sont des dessins vraiment qui aident à comprendre la règle. Donc je vous invite vraiment à aller feuilleter ces carnets. Et voilà, donc si nous n'avons pas de questions, je vois qu'il est 18h50, donc nous sommes à l'heure, nous ne sommes pas en retard. N'hésitez pas si vous voulez encore qu'on aborde, une question. Alors nous avons une question pour, Nathalie. Oui, Alors, on attend juste la question, mais je pense que l'enseignant est en train de la saisir. Oui, et Christelle nous précise qu'elle pensait davantage aux illustrations redondantes, voire inutiles, décoratives, ce qui n'est pas le cas ici. Exactement.
Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas la première à nous en parler, mais les enseignants nous disent souvent qu'en voie professionnelle, toutes les petites illustrations, qu'on peut trouver parfois dans les manuels scolaires, ne font que perturber la lecture des élèves, et donc là, c'est absolument pas le cas dans ces cahiers. On a fait en sorte, en fait, chaque dessin, chaque élément de dessin qui sera retenu, en fait, il fait retenir un élément de la leçon. Il y a rien d'inutile ou de décoratif, précisément pour ça, pour que quand les élèves se souviennent de la règle traduite graphiquement, chaque élément, si je repense à la moto, ben, je sais qu'avec l'imparfait, on parle de la description. Chaque élément est un élément de la leçon. Ça va permettre d'ancrer quelque chose dans le cerveau de nos élèves. Nathalie Biguet Oui, je vois qui pose une question à Nathalie. Alors effectivement, vous me demandez si les carnets peuvent être utilisés en AP. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils peuvent être totalement déconnectés du cours de français littéraire, mais ils peuvent être aussi totalement connectés. Et j'ai oublié de dire un aspect important, c'est qu'ils peuvent être également utilisés en co-intervention, puisqu'on n'a pas oublié qu'on était en lycée professionnel et beaucoup de situations sont ancrées dans des situations professionnelles. Donc ils peuvent être utilisés seuls, en AP, en co-intervention ou dans le cadre d'une séquence de français, tout à fait. Donc plusieurs utilisations possibles pour ces carnets en fonction, du fonctionnement de votre équipe pédagogique et de votre établissement. Comme on n'a pas de questions, pour, la suite pour l'instant, je voulais juste dire un petit mot effectivement sur la collaboration de l'équipe. Oui. Le contenu du livre est hyper riche, mais c'est aussi dû au fait qu'on ait été une équipe pluridisciplinaire et qu'on a vraiment, travaillé ensemble et rebondi sur les idées les uns des autres. Et je pense que ça se retrouve quand vous feuilletterez le livre, je pense que vous retrouverez ça. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et qui font, la richesse en fait du contenu pédagogique, de ce livre. Ça nous rend, tous fiers, je pense, dans l'équipe d'avoir pu, aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire chacun. Et voilà, je voulais juste, faire un mot là-dessus parce que je trouvais que c'était agréable d'avoir pu travailler comme ça. Oui, absolument, et c'est vrai que c'est, totalement, innovant aussi pour nous en tant qu'éditeurs d'avoir fait travailler, comme auteur pas uniquement des enseignants, mais une orthophoniste et une facilitatrice graphique, et ça a vraiment donné lieu à des échanges très riches, entre vous et avec votre éditrice Garance qui est avec nous, ce soir, parce que chacun, a apporté finalement, son point de vue de professionnel de son domaine. Donc je crois que vous avez formé, une équipe, voilà, très riche, très demandeuse et très à l'écoute. Je pense que Garance pourra nous confirmer ce point. Alors on a des petits messages qui apparaissent, hein, pour certaines personnes qui doivent, là nous quitter parce qu'on approche de la fin de cette heure de visio. Bonne soirée à tous. Voilà, des retours assez positifs, hein, un outil vraiment bénéfique et original. Alors les spécimens, bien sûr, des spécimens sont en cours, pas d'acheminement parce que les ouvrages sont encore à l'impression, mais ils arriveront, dans les lycées professionnels au mois d'avril. Chaque coordonnateur, de français va en recevoir, dans son casier. Vous avez les feuilletages en ligne dès à présent, hein, je vous ai mis les liens dans le fil de conversation, et si jamais vous avez, d'autres questions, je vous mets là, à présent, le petit lien qui vous permettra d'entrer en contact avec, nos délégués pédagogiques, hein, qui représentent, Hachette Éducation dans toutes les académies, à qui vous pourrez, poser, des questions sur les ouvrages ou, demander des spécimens si jamais, vous ne le trouvez pas dans votre lycée. Voilà, donc nos délégués pédagogiques sont à votre disposition pour continuer la discussion. Nous mettrons en ligne le replay de cette, visio. J'adresse un grand merci à toute notre équipe d'auteurs et particulièrement à Anne-Claire, Marie-Lys et Nathalie qui étaient avec nous, ce soir. Merci à Lucie qui était aux commandes de cette présentation et qui a fait défiler les diapos. Merci à Garance, notre éditrice, qui a suivi, l'édition de ces 2 projets,
et merci à vous tous et à vous toutes, qui avez été, parmi nous, ce soir et je vous donne, rendez-vous, à une prochaine, visioconférence Hachette Technique. À bientôt et bonne soirée. Au revoir.